Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Imaginez un instant, on se trouve au cœur des montagnes rudes et escarpées de la Kabylie. La nature y est absolument magnifique, mais soyons honnêtes, elle est aussi totalement impitoyable. À l'époque, il n'y a pas de loi écrite, pas de manuel pour nous dire comment survivre quand la sécheresse frappe, quand la tempête fait rage ou que la faim s'installe. Alors, comment est-ce qu'on maintient une communauté unie? Comment on s'assure que tout le monde agit pour le bien de tous? Eh bien, la réponse réside dans une force incroyable, les récits. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment d'anciens mythos ont littéralement servi de manuel de survie à travers les siècles. Regardez bien cette citation tirée du recueil de Thierry Minchowski parce qu'elle donne vraiment le ton. Les contes transmettent souvent davantage qu'une simple histoire. En fait, ces légendes kabyles, avec leurs ogresses, leurs esprits de la pluie et leurs montagnes qui murmurent, ce ne sont pas du tout de petites histoires pour endormir les enfants. Pas du tout. Elles encodent littéralement les peurs les plus profondes de toute une société, ses espoirs et par-dessus tout, les règles absolues pour coexister avec une nature qu'on ne peut pas dompter. Ce qui nous amène à notre première grande thématique, la mémoire des montagnes, ou comment les traditions orales deviennent de véritables guides de survie. Alors, visualisons un peu la scène. La nuit tombe, le vent hurle à l'extérieur, et tout le village se rassemble autour d'un bon feu de camp. C'est exactement là, dans cette chaleur partagée, que la magie de la transmission opère. Les 18 chapitres de notre texte de base nous livrent des leçons absolument fondamentales. Parce que survivre, ce n'est pas qu'une question de gros muscles. Ça demande de respecter le caractère sacré de l'eau, de savoir écouter les forces invisibles, de partager la récolte, de faire preuve d'une grande humilité face à l'inconnu, et bien sûr de se servir de la mémoire comme d'un bouclier ultime. Et on va voir que ces piliers se retrouvent dans chacune des légendes qu'on aborde. Passons maintenant au cœur du sujet avec notre deuxième point, la nature et la survie, et plus particulièrement les éléments et l'humilité. Pour vraiment saisir cette relation si particulière avec les éléments, il faut absolument faire connaissance avec Anzar. Dans la culture kabyle, c'est l'esprit de la pluie, le maître de l'eau vivifiante. Et le récit nous plonge en pleine sécheresse. La terre se craquelait, les troupeaux meurent de soif, c'est la crise totale. C'est là qu'une jeune fille, Yenayer, prend une décision courageuse. Elle va grimper la colline pour aller directement confronter cet esprit capricieux. Et cette rencontre, elle ne se passe pas n'importe comment. L'alliance se scelle en 3 étapes clés. D'abord, Yenayer ne vient pas pour exiger ou pleurer. Elle s'approche et offre à Anzar une simple poignée de terre. C'est un geste magnifique de reconnaissance. Ensuite, le pacte est formé. Anzar explique très clairement que les humains ont la fâcheuse tendance de prendre la pluie pour acquise. Et c'est là toute la leçon. L'eau n'est pas un droit automatique, c'est un privilège. Enfin, la pluie se remet à tomber, validant cet accord de réciprocité. Le message est clair, il ne faut jamais, au grand jamais, banaliser la générosité de la nature. Prenons le mythe de la source cachée, c'est un exemple frappant. On y voit 2 choix diamétralement opposés. D'un côté, on a le berger Massinissa qui découvre une source secrète en pleine famine et décide de la garder pour lui tout seul. Conséquence immédiate, la source s'assèche et des voix invisibles se mettent à le menacer sérieusement. C'est la cupidité à l'état pur et la nature la rejette. De l'autre côté, l'alternative, la solidarité. Massinissa finit par avouer son erreur, il montre la source au village, et là, miracle, l'eau jaillit en abondance pour tout le monde. C'est limpide, n'est-ce pas? Vouloir survivre seul dans son coin, c'est une illusion totale. Le partage, c'est la seule vraie garantie d'avenir. Bon, tout ça c'est très beau, mais que se passe-t-il quand la montagne cache des secrets beaucoup plus sombres? Parce que oui, la nature, ce n'est pas juste des petits ruisseaux et de belles éclaircies, c'est aussi très imprévisible et, franchement, parfois terrifiant. Ce qui nous conduit à notre 3e chapitre, comment faire face au monde invisible et naviguer à travers le mystique et l'inconnu. Laissez-moi vous présenter Tyriel, et croyez-moi, on n'a pas envie de la croiser. C'est l'ogresse terrifiante des montagnes. En fait, elle incarne de façon très viscérale les dangers primaires, l'angoisse de la brume qui nous égare, et toute la violence sauvage et pure. L'histoire raconte qu'une jeune bergère du nom de Tiziri s'aventure un peu trop loin de chez elle, et paf, elle tombe nez à nez avec ce monstre affamé. Mais la façon dont Tiziri s'en sort est juste brillante. Oubliez la force brute, elle ne sort pas d'épée magique. Non, elle se sert de sa tête. Elle attire l'ogresse en lui offrant de partager du pain et du miel, sauf que sa mère y avait glissé quelques herbes somnifères. Un vrai coup de maître. Une fois Tessériel profondément endormie, les villageois la scellent dans une grotte. Ce que les anciens nous transmettent ici est génial. Face à la brutalité aveugle, que ce soit celle de la nature ou celle des hommes, notre intelligence et notre capacité à partager resteront toujours nos meilleures armes. Dans la même veine, on a l'histoire d'Azedine et des fameux djinns de la vallée. Ces entités ne sont pas forcément là pour faire du mal.
En réalité, elles représentent ce fameux monde invisible, celui qui détient la mémoire de la Terre. Ce qu'ils réclament, c'est de l'écoute et du respect, et non de la terreur. Dans les récits kabyles, ignorer l'invisible ou agir avec arrogance face à l'inconnu, c'est le meilleur moyen de courir à la ruine. Alors qu'à l'inverse, instaurer un dialogue, c'est ce qui préserve l'équilibre de tous. Abordons maintenant notre 4e section, solidarité et transmission. Autrement dit, la communauté et l'importance cruciale de la mémoire. Face à la famille, le mythe du grain magique nous place devant un choix philosophique très fort. Imaginez, il ne reste qu'une toute petite poignée de grains. D'un côté, on a la tentation tout à fait humaine de la résignation, on fait cuire ce qui reste, on mange un dernier repas et on attend la fin. Mais de l'autre côté, l'approche de la montagne nous montre le vieux berger Mamar qui prend la décision complètement folle de planter cette ultime graine dans un sol archi-sec. C'est un acte de foi absolu, un refus catégorique de capituler. La récolte finit par germer miraculeusement et bien sûr elle est partagée avec tout le village. Et finalement, le vrai miracle là-dedans, ce n'est pas la graine en elle-même, c'est cette résilience incroyable, ce choix de semer pour le collectif quand tout semble perdu. Mais comment ces leçons ont-elles fait pour survivre jusqu'à nous ? C'est le fameux cycle de vie du mythe. Tout commence toujours par une épreuve bien réelle, un besoin de survie ou un pacte avec la montagne. Ensuite, ça se transforme en récit. Vous savez, cette fameuse histoire chuchotée par une grand-mère au coin du feu à des enfants aux yeux grands ouverts. Et au fil du temps, ça devient carrément éternel. Ça s'enracine profondément pour devenir le socle de l'identité culturelle d'un peuple. L'oralité, c'est pas juste du folklore, c'est une arme de résilience redoutable pour affronter les tempêtes de l'histoire. On le voit très concrètement avec le mythe de l'ancien olivier dans le village d'Igil-Ishraten. Regardez cette dynamique. Les habitants déposent à l'arbre des choses très intimes, des mèches de cheveux, des pierres, ou même des larmes et des secrets chuchotés. En échange de cette confiance, de ces offrandes purement émotionnelles, l'olivier massif leur offre une protection inébranlable contre les incendies ou les guerres. Faut bien comprendre que ce n'est pas un tour de magie, c'est la métaphore parfaite de la mémoire partagée et de la solidarité. Le village prend soin de l'arbre et l'arbre veille sur le village, un écosystème parfait. Et ça nous amène à notre 5e et dernière partie, un héritage toujours vivant et pourquoi ces récits ont encore un impact puissant de nos jours. 18. C'est le nombre de chapitres que compte cet ouvrage passionnant. Chaque récit est comme une facette d'un même joyau, et ils convergent tous vers une seule et même grande vérité, pleine d'humilité. Nous, les humains, ne sommes absolument pas les maîtres de la nature. On est simplement de passage, on n'est que des invités, et on sait très bien qu'un invité ne peut survivre et prospérer que s'il respecte profondément la maison qui a la gentillesse de l'accueillir. J'adore cette phrase magnifique tirée du texte, écoutez bien. On dit qu'il faut parler à l'olivier quand on a tout perdu ou tout gagné. C'est incroyablement poétique, n'est-ce pas ? La nature n'est pas du tout perçue comme un simple décor ou une ressource à piller. C'est une vraie confidente, une mémoire solide faite de roches et de bois, un ancrage émotionnel sur lequel on peut toujours s'appuyer quand la vie devient folle et imprévisible. Et ça me pousse à vous laisser sur cette réflexion. Si tout le sens de ces récits montagnards est de nous rappeler qu'on est de simples invités devant partager la chaleur du feu, alors, quels anciens pactes avec notre propre environnement avons-nous oubliés aujourd'hui ? La sagesse kabyle nous murmure que la véritable résilience n'est jamais solitaire et qu'elle commence toujours par l'humilité. C'est une réflexion millénaire qui résonne encore super fort aujourd'hui et qui donne vraiment matière à penser. Merci d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt pour une nouvelle analyse.